Europe 1. Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. On est dimanche, on va passer 2 heures ensemble. Nous sommes en direct pour vivre l'actualité, la commenter avec les éditorialistes, les journalistes et les invités. Tiens, on va parler un peu d'Ukraine. L'Europe qui a la traîne, peut-elle rattraper son retard? Peut-elle avoir un rôle dans les négociations de paix qui sont en train d'être discutées entre les États-Unis et la Russie? C'est tout l'enjeu. Il y a une réunion demain à l'initiative d'Emmanuel Macron. Pierre Lelouch, ancien ministre et spécialiste des questions internationales et auteur de l'ouvrage Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, sera mon invité juste après le journal de 19h. Et puis parmi toutes les actualités que nous allons traiter, il y en a une qui a retenu mon attention. Figurez-vous que pour la Saint-Valentin, les détenus de la maison d'arrêt de Siès près de Toulouse ont pu bénéficier de soins du visage, de cours de danse country. Les surveillants pénitentiaires sont furieux. Jérôme Combel, secrétaire pénitentiaire FO à Seyss, sera également mon invité dans quelques instants. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Europe 1, il est 19h. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Pouvons-nous reprendre la main dans les négociations sur la guerre en Ukraine? Emmanuel Macron réunit demain à Paris un sommet informel avec les dirigeants européens pour en parler, tous les détails, dès le début de ce journal. En Israël, la trêve peut-elle encore tenir? Les discussions se poursuivent. Nouveau conseil de sécurité demain pour décider de la tournure que va prendre la deuxième phase. Trêve ou reprise des combats. Nous serons en direct de Tel Aviv. Et puis l'ouverture demain également du procès du tueur du musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche. Cette fois-ci, il comparaît devant la justice française pour avoir été l'un des geôliers de plusieurs journalistes occidentaux en 2013, dont 2 journalistes français. Et puis le temps, je suis ravie d'accueillir Sandra Cohen. Quelle est la tendance? Bonsoir Sandra. Bonsoir Pascal, ce sera nuageux demain sur toute la partie ouest et le sud de la France, plutôt ensoleillé partout ailleurs. Pour ce qui est des températures, comptez entre 5 et 18 degrés au meilleur de la journée. Et météo complète à la fin de ce journal. Europe 1. Les principaux dirigeants européens ont donc rendez-vous demain à Paris pour parler de l'Ukraine et de la sécurité du continent avec ce sommet informel à l'initiative d'Emmanuel Macron. Les Européens tentent de reprendre l'initiative alors que les Américains avancent sans eux dans des négociations de paix en Ukraine. Arthur Delaborde. Oui, mis sur la touche des discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les Européens vont donc tenter de réagir. L'Élysée souligne que le rendez-vous de demain n'est pas un sommet, mais bien une réunion informelle pour avancer vers des décisions et des actes. Il s'agit de déterminer ce que nous pouvons faire aujourd'hui compte tenu de l'accélération du dossier ukrainien, précise l'entourage d'Emmanuel Macron. Il y aura autour de la table demain le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre polonais Donald Tusk ou encore Giorgia Meloni pour l'Italie et les chefs de gouvernements espagnols et danois. Le Premier ministre britannique Keir Starmer sera aussi à Paris, tout comme le secrétaire général de l'OTAN. Ces discussions interviennent alors que la conférence sur la sécurité de Munich, qui vient de s'achever, a été vécue comme un cauchemar par les dirigeants européens, avec un discours très dur, notamment du vice-président américain J.D. Vance. Comment avoir encore un mot à dire sur la future architecture de sécurité de l'Europe? C'est donc tout l'enjeu des discussions qui vont se tenir dans les prochains jours, à commencer par demain à Paris. Arthur Delaborde pour Europe 1. En Israël, la trêve peut-elle encore tenir? C'est évidemment la question que l'on se pose ce soir. Les discussions se poursuivent, certes. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Il y a un nouveau conseil de sécurité demain pour décider de la tournure que va prendre la deuxième phase, puisque la première phase ne va pas tarder à s'achever. Trêve ou reprise des combats? Ouais, en effet, c'est une question qui se pose. Cette réunion du cabinet restreint en charge des questions sécuritaires et diplomatiques pourrait s'avérer décisive sur le maintien de la trêve des combats et sur la poursuite des libérations d'otages. C'est elle qui déterminera quel sera le mandat de la délégation de négociateurs israéliens qui s'envolera demain pour le Caire. Pour l'heure, elle n'est autorisée qu'à discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord, à savoir la période de cessez-le-feu qui doit en principe s'achever le 1er mars. D'ici cette date, 14 otages devraient être libérés, dont 6 encore en vie. Si les négociateurs israéliens obtiennent demain l'aval de Benjamin Netanyahou et du cabinet restreint, ils aborderont ce que l'on appelle la phase 2 de l'accord, qui est censée inclure des négociations sur la libération de tous les otages encore vivants et aussi sur la fin de la guerre. C'est ce dernier point qui pourrait s'avérer délicat pour le Premier ministre. Sa coalition pourrait vaciller, son aile droite étant fortement opposée à ce qu'Israël envisage de mettre un terme définitif au combat et de se retirer totalement du territoire gazaoui. Mais l'administration
l'administration américaine semble avoir tranché. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a déclaré que la phase 2 était certainement sur le point de débuter. Merci beaucoup Frédéric Simon, direct de Tel Aviv pour Europe 1. Nouveau meurtre en Corse hier soir dans le centre de l'île de Beauté à Ponte Leccia. Une étudiante corse a été visée par un ou plusieurs tireurs. On ne le sait pas encore. Elle était seule à bord d'un véhicule. Elle a été grièvement blessée et elle n'a pas survécu à ses blessures. Frédéric Michel, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Sud. Il s'agirait, d'après les premiers éléments de l'enquête, d'un guet-apens et les tueurs se seraient trompés de cible. Oui, la jeune femme a été vraisemblablement ciblée par erreur. Elle était au volant du véhicule habituellement utilisé par son compagnon dans la commune de Ponte Leccia, au centre de l'île. Le procureur de Bastia a expliqué qu'en l'état, aucune hypothèse ne peut complètement être exclue ou privilégiée, mais il est très probable que la victime visée n'ait pas été celle recherchée par les tireurs. Il s'agit du 3e homicide commis en Corse depuis le début de l'année, dans un contexte de violence entretenue par des groupes liés à la criminalité organisée, une guerre entre Corses pour prendre le contrôle des différents trafics. La répétition des assassinats est insoutenable, a réagi la section corse de la Ligue des droits de l'homme, et les 2 collectifs anti-mafia créés sur l'île ces dernières années appellent à une grande manifestation samedi prochain à Ajaccio. Une session spéciale sur les dérives mafieuses programmée depuis plusieurs semaines à l'Assemblée de Corse se tiendra le 27 février avec 18 homicides et 16 tentatives l'an dernier. La Corse, où vivent moins de 360 000 habitants, occupe la première place d'un triste podium, celui des crimes de sang. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud. L'ouverture demain du procès du tueur du musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche. Souvenez-vous, cette fois-ci, il comparait devant la justice française pour une toute autre affaire. Antoine Bienvaux, vous êtes avec moi dans ce studio. Cette fois-ci, Mehdi Nemmouche est soupçonné d'avoir été l'un des geôliers de plusieurs journalistes occidentaux qui avaient été retenus en otage en 2013 par Daesh en Syrie. Oui, Mehdi Nemmouche comparaîtra demain accompagné d'au moins 2 autres hommes, tous les 3 accusés d'avoir fait vivre les pires horreurs à leurs otages pendant près d'1 an. Parmi les victimes se trouvent 4 journalistes français, mais aussi d'autres journalistes et humanitaires étrangers détenus par Daesh à la même période. Et selon leur avocat Antoine Cassubolo, ils attendent d'abord des explications de la part du terroriste. Mehdi Nemmouche a très peu parlé à l'instruction. Pratiquement pas d'ailleurs, ni même au premier procès où il a été jugé à Bruxelles pour l'attentat qu'il a commis au musée juif de Bruxelles. Donc là, on espère qu'il peut peut-être nous donner des précisions. Et si Mehdi Nemmouche ne parle pas, l'avocat espère tout de même que ce procès fera éclater la vérité sur les conditions de détention atroces qu'ont subi ses clients. Il y aura beaucoup de victimes, les 4 journalistes français que l'on connaît, mais il y aura aussi d'autres journalistes étrangers. Alors si dans le box ils s'expriment pas, ceux qui vont venir à la barre vont dire ce qu'ils ont vécu, les cris d'horreur, les tortures, les visages de ceux qui sont pas revenus. Donc c'est un procès qui va être très important. La justice devra cependant établir que Mehdi Nemmouche était bien l'un des geôliers des victimes. Plusieurs d'entre elles l'ont d'ailleurs formellement reconnu après son arrestation, après son attentat en Belgique en 2014. Merci beaucoup Antoine Bienvaux, il est 19h07 sur Europe 1. Dans quelle ville fait-il le plus bon vivre en France? C'est le JDD qui publie son classement annuel. Plus de 190 catégories sont passées au crible, comme la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports ou la protection de l'environnement. Angers, souvenez-vous, caracolé en tête de ce sondage depuis des années. Eh bien, Angers est détrôné. C'est Biarritz qui décroche la première place du palmarès 2025. Meider Arostegui est maire de Biarritz depuis 2020. Je pense que c'est la reconnaissance d'un travail qui a été fait depuis quelques années. On a beaucoup investi justement dans une politique de proximité, de sécurité du quotidien. On a beaucoup investi aussi sur la jeunesse, sur la culture, sur le sport. Et puis c'est aussi bien sûr l'entretien d'un patrimoine naturel et urbanistique remarquable et qui fait aussi que on a beaucoup de visiteurs, de touristes toute l'année maintenant qui viennent visiter Biarritz. Si les politiques qu'on a menées continuent à être poursuivies, il n'y a pas de raison que cette dynamique s'arrête. Et quand on a finalement une reconnaissance comme celle publiée aujourd'hui dans le JDD, c'est vrai que c'est du baume au cœur et c'est vrai que ça nous fait un bien fou. Voilà Meider Arostegui qui est maire de Biarritz au micro Europe 1 de Maxime Gondelot. C'est Sandra Cohen qui nous a
qui nous accompagne pour la météo. Oui. Il faisait beau à Biarritz aujourd'hui. Et oui, il a fait super beau. Il a fait jusqu'à 18 degrés aujourd'hui à Biarritz. La chance. C'est pas mal, hein. Je comprends que Biarritz soit en tête du classement. Nous aussi, il a fait beau à Paris. Oui, c'était pas mal. Ouais. Un joli soleil aujourd'hui pour Paris. Ça va se poursuivre demain. Ah, bonne nouvelle. Mais voilà. ce sera pas le cas partout en France, malheureusement. Un petit peu de brouillard, des nuages bas qui seront nombreux sur l'ouest et le sud du pays. Mais il n'y aura pas de gelée. Donc ça, c'est déjà pas mal. La Corse va se réveiller sous d'épais nuages. Ailleurs, comme je le disais, le soleil va dominer dans le froid. Et la météo va ressembler du coup à cette journée, ce dimanche. Donc ça, c'est pas mal. Dans l'après-midi, cette impression de printemps va se poursuivre. Le soleil va dominer sur les 3/4 du pays malgré la présence de nombreux nuages dans l'ouest. Et les températures, c'est pas mal. Ce sera froid dans le nord-est au lever du jour. -3 à Charleville-Mézières, -2 à Lille, 0 à Paris, 3 à Aurillac, 5 à Marseille, 12 à Biarritz. Et dans l'après-midi, de la douceur qui sera à l'honneur. 5 à Amiens, 7 à Paris et Châlons, 11 à Brest, 13 à Marseille et Biarritz, 17 à Bordeaux et jusqu'à 18 degrés pour Perpignan. Merci beaucoup Sandra. Tout à l'heure pour le point météo, 19h10 sur Europe 1. Dans un instant, Pierre Lelouch est mon invité, ancien ministre et spécialiste des questions internationales. On va revenir avec lui sur cette réunion prévue demain à Paris avec les différents chefs d'État européens. C'est Emmanuel Macron qui l'a impulsé cette réunion. La question de l'avenir de l'Europe se joue dans tout cela. Quelle place l'Europe peut-elle avoir dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie? C'est toute la question. On s'est fait mais complètement distancer. À tout de suite.